Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit résumé sur le système tyrannique. C'est ce qu'on a marqué ici au tableau. Vous comportez-vous comme le système tyrannique. Comment fonctionne ce système tyrannique? Eh bien, son histoire a commencé avec le nationalisme. Le nationalisme, c'est le moment où la noblesse ne veut plus participer à la civilisation, ne veut plus intégrer de nouvelles personnes. C'est Philippe le Bel qui détruit les Juifs, qui détruit les Templiers et qui va construire une machine de guerre avec laquelle la monarchie française va générer des guerres dans toute l'Europe, en particulier la guerre de 100 ans. La doctrine de base, c'est le nationalisme, qui est un véritable cancer de la cité et qui génère toute une génération d'abrutis qui n'arrivent plus à intégrer les nouvelles personnes. Ça arrive tout simplement lorsque la civilisation ne fonctionne plus. Eh bien, la noblesse se braque sur elle-même, elle devient agressive. Et ce qui va se passer, c'est que, faute d'intégrer les nouveaux venus dans un projet civilisationnel, elle va se mettre à se regarder le nombril et partir en guerre contre tout le monde. C'est les guerres d'Italie pour la France, c'est la guerre de 100 ans d'abord, ensuite les guerres d'Italie, ça n'arrête pas. Tout la fin du Moyen-Âge et la Renaissance, ça épuise la France, ça met la couronne dans les mains des banquiers. Qui, lorsque les rois sont intelligents, finissent par les foutre en prison et les déposséder. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Et au pire, ils prennent le contrôle de la couronne et ils la font tomber. C'est ce qui est apparu avec Louis XVI. Le deuxième élément qui est apparu, c'est Big Pharma. Big Pharma, c'est quoi? C'est un système qui est basé sur l'empoisonnement. Alors, le capitalisme et le socialisme, ce sont de véritables droguistes. Je passe sur la période soviétique où on injectait les opposants pour les mettre en camp d'extermination dans les stalags. Et je passe sur le capitalisme qui est une société de drogués. Les États-Unis ont actuellement une nouvelle vague de narcodépendants qui a été générée par Big Pharma. Au sommet, on va trouver les gens qui sont derrière l'idée de faire un gouvernement supranational capitalo-communiste. Ce sont de véritables esclavagistes, dépopulationnistes. C'est ceux qu'on appelle les banksters. Et eux, ils se servent de leur capital pour s'équiper d'armées qui vont mener la terreur partout dans le monde avec des policiers complètement à leurs bottes. Et de l'autre côté, Big Pharma avec ses propositions de santé complètement artificielles et un monde de drogués et de psychopathes. Donc la violence, l'empoisonnement et au-dessus, on a un système d'oisifs qui veut gouverner le monde et qui est rentré dans un programme génétique, dépopulationniste, etc. À nous de savoir si on veut se comporter comme ce système tyrannique, c'est-à-dire est-ce que vous pensez que votre argent vous permet d'esclavagiser les autres, Est-ce que vous pensez que vous devez soigner votre santé avec des drogues de Big Pharma? Et est-ce que vous pensez que la violence, les guerres incessantes de l'Occident et la violence policière sont légitimes? Alors évidemment, il s'agit de l'hémisphère nord, pas de l'hémisphère sud, puisque dans l'hémisphère sud, on est dans un processus de création de la civilisation. On est en train de sortir de ce système. Ici, au Brésil, on a connu la colonisation. La colonisation, c'est quoi? C'est d'un côté des banquiers qui veulent faire du fric en colonisant, qui envoient des pelotons militaires pour se saisir du pays, et puis c'est l'extermination des gens avec des systèmes complètement capitalistes d'esclavagisme ou des systèmes complètement socialistes, comme ceux qui avaient été mis en place par les jésuites. Donc dans ce système-là, c'est aussi à vous de vous positionner. Est-ce que vous voulez, avec votre argent, vous comporter en véritable petit esclavagiste, ou est-ce que vous voulez vous servir de votre argent pour libérer autrui? Comment est-ce que vous gérez votre santé? Est-ce que vous allez la gérer avec des drogues, avec des machines quantiques, etc. Ou est-ce que vous voulez une santé naturelle? Et puis d'autre part, dans la conception de l'identité, est-ce que vous allez tomber dans les propositions de Zemmour, Dupont-Aignan, Le Pen, etc. C'est environ plus de 55% des Français qui pensent de cette façon-là. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes un véritable cancer pour le pays? Est-ce que vous allez être les abrutis de service, c'est-à-dire les nationalistes qui sont plus capables d'animer une civilisation, qui ont détruit la civilisation européenne et qui ensuite sont allés détruire toutes les civilisations dans le monde entier. Grâce à Dieu, avec l'ère du Verseau dans le nord et l'ère du Lion dans le sud, on va avoir une culbute, c'est-à-dire que l'hémisphère nord va retourner à des valeurs traditionnelles,
C'est ce qu'on appelle la venue des quatre grands, le Machar, le grand pape, le grand monarque et le Mahdi. Et puis dans l'hémisphère sud, on a une civilisation qui est en cours de constitution et qui petit à petit va se débarrasser de ses banquiers, de la violence militaire et policière, et puis de l'intoxication générale avec un programme d'écologie. Voilà. J'espère que ça vous a apporté des informations de base sur ce système. En tout cas, c'est à vous de vous positionner par rapport à ce système. Est-ce que vous voulez contribuer à ce système en étant pharmacien et en droguant les gens, en étant dans l'armée et en menant les guerres coloniales de la France, de l'OTAN, de l'ONU? Et puis, est-ce que vous voulez vous servir de votre capital pour asservir autrui et mener des politiques d'esclavagisme des autres, avec une technique qui est très simple, qui est toujours la même: détruire le matériel, couper les ressources, et puis mener des campagnes médiatiques d'intoxication. Alors cette politique-là, c'est une politique de bankster. Elle va amener les banquiers de l'hémisphère nord à être pendus haut et court. Et puis quant aux personnes qui les imitent et qui viennent vers l'hémisphère sud, eh bien leur espérance de vie, elle est très courte. Parce que on s'oriente vers des mouvements sociaux au niveau mondial, et que les premières personnes à faire les frais de ce système d'esclavagisme, eh bien, ce sera les premiers éliminés. Bonjour les amis, je suis Nicolas André, je viens de France, je suis arrivé ici pour aider sur le projet de la construction d'un temple. J'ai anciennement vécu des problèmes de santé il y a très longtemps, et grâce à la médecine indienne, ayurvédique, et des pratiques de médecine traditionnelle chinoise, j'ai pu sortir de mes problèmes de santé et retrouver une vie normale, une vie agréable et épanouissante. Olá todo mundo, bem-vindo nesse canal, o canal do Templo Escola Budista pelo Rio de Janeiro, Praia da Macumba, Recreio dos Bandeirantes. Eu sou Pascal Trefengui. Eu sou um professor de budismo, tenho também um nome indígena, porque eu fui integrado na comunidade indígena do Brasil como Shohan. Isso é uma novidade, mas eu sou aqui para fazer algumas aulas. Hoje vamos receber Nicolas. Quem é Nicolas? Ele é um dos ajudantes e diretores espiritual do centro, aqui desse templo escola budista da Praia da Macumba. Ele é mais especialista do que se chama a medicina Ayurveda da Índia. Hoje vamos falar da medicina Ayurveda da Índia. O que é a medicina Ayurveda? Como ela pode nos ajudar? Nicolas é um dos especialistas da medicina Ayurveda que temos aqui dentro do nosso templo escola budista, e hoje ele vai dar um ensino em francês com subtítulos em português. O que ele vai falar? Ele vai falar do quê? Qual é o interesse, o que se chama no budismo a fruta? Qual é a fruta da prática da medicina Ayurveda? Como podemos nos aproveitar dela para ter uma saúde física com yoga, uma saúde psicológica e também uma saúde espiritual? Que é desse propósito? Vamos! Está escrito aqui em francês, mas a gente vai ter uma tradução em português, em inglês, em alemão, em espanhol. O que vamos ver hoje é que a medicina Ayurveda é uma medicina muito antiga. Miles e miles de anos. Tem algumas pessoas que falam de 30 ou 40 mil anos. A certeza é mais ou menos 10 mil anos. Qual é a origem dessa medicina? Quais são os textos básicos que podemos estudar para compreender como funciona? Qual é o contexto intelectual desse tipo de medicina, seja a ciência moderna, a física, a biologia, como funcionam as coisas? Vamos ver o contexto e vamos também ver o objetivo, o propósito dessa medicina, seja o propósito dessa medicina, como ela funciona. Vamos ver. Mas tem que saber que essa medicina tem um objetivo. Esse objetivo é mais que a saúde física, é mais que a saúde psicológica, é mais que a saúde espiritual. É uma saúde que podemos chamar de cósmica, porque ele gera ordem e prazer.
Em um segundo ponto, vamos ver quais são os meios dessa medicina. Como ela funciona? Ela é uma medicina de investigação. Ela investiga o corpo físico, o corpo sutil. Ela investiga a mente. Ela investiga também o espírito, até a Kundalini, essa energia residual que fica aqui embaixo da coluna vertebral, nossa coluna. Quais são os tipos de tratamento? Massagens. Podemos também lavar todos os intestinos e beber a urina. Que é isso, gente? Beber a urina? É sim, é. E se faz por milhares e milhares de anos na Índia. E não só na Índia, porque eu falei com indígenas, eles usam também esse tipo de cura. Vamos ver os 8 pilares do yoga. O que é o yoga? Yoga, como fala a palavra sânscrita yoga, significa a ligação. Como podemos aproveitar uma ligação do corpo com a alma e com o espírito. No final, vamos ver alguns dos conceitos da Índia. Os tipos de yoga tem 3. A Yana, a Bhakti, a Karma. Não se preocupem com o vocabulário. Vamos dar a definição de qualquer palavra sânscrita que vamos usar hoje. Outra coisa, vamos falar do Samadhi. O que é o Samadhi? Qual é a Kundalini? Como ela se acorda? Como podemos receber o despertar espiritual? E depois vamos falar dos asanas, as posturas de yoga. Vamos falar das kriyas. Kriyas é o quê? Kriyas é essas gritarias que podemos ter. Essas manifestações físicas, nervosas. Pode ser crises de desintoxicação. E vamos falar também de tapas. Tapas não é um prato da Espanha que se come para o aperitivo. Não, gente. Tapas é uma coisa que trata de equilibrar o ser humano dentro dele e com o meio ambiente. E também de purificação com água e de queimação com fogo. Gente, muito poderoso tudo isso. Vamos ter a oportunidade de explicar alguns conceitos muito interessantes e como apareceu o conceito de Theos, o Deus, dentro das tradições greco-romanas, que tem ligação com indo-europeus e com a Índia, por um lado, e a Europa do Norte e Atlantis, pode ser, no início, o que se chama a tradição primordial. Vamos também falar da diferença de Buda e Buda. Que é isso? Buda. É sim. Buda é uma planeta. É sim. Mas Buda também é a natureza de nossa consciência. E também Buda é o ser totalmente acordado, realizado e libertado. Gente, vamos libertar nossa energia interna. Que delícia. Agora eu paro de falar. Tem subtítulos em francês para os franceses, mas o Nicolas, nosso especialista do Ayurveda, ele vai falar em francês com subtítulos aqui, não só em português, também em inglês, em espanhol, todos esses idiomas que as pessoas querem ouvir nesse canal. Abraço. Não esqueça se cadastrar para receber notificações do canal. Sejam bem-vindos. Bonjour les amis, je suis Nicolas André, je vais vous parler d'aujourd'hui de la médecine ayurvédique dans le cadre du temple bouddhiste à Recreio dos Bandeirantes, ici à Rio de Janeiro. La médecine ayurvédique, vous en avez peut-être entendu parler, c'est une médecine antique qui remonte de l'Inde des mystères, d'il y a plusieurs milliers d'années, de plus de 5000 ans. C'est une médecine qui fait toujours ses preuves actuellement, qui existe à un niveau universitaire et qui aide toujours actuellement des millions de personnes dans le monde et qui, à côté de la médecine allopathique, une médecine qui tient une forme de sagesse dans sa compréhension de l'œuvre de la vie,
qui est un lien en Dieu, par le corps, l'âme et l'esprit. C'est une médecine qui permet de se connecter en profondeur à une nature divine qu'on appelle le soi, le soi en Inde qu'on appelle l'atma, l'âme, et l'atman au niveau du soi supérieur, le soi cosmique. C'est une médecine dont je vais vous parler aujourd'hui par rapport aux textes fondateurs qui sont 3 textes principaux, philosophiques, aussi de traités de médecine, et au niveau de médecine chirurgicale aussi. Donc ces 3 textes que nous trouvons dans la médecine indienne sont tirés principalement du Charaka. Le Charaka, c'est un texte fondateur qui a arrivé 500 ans avant Jésus. Le deuxième texte est le Sushruta, qu'on trouve à l'époque de 600 ans avant Jésus-Christ. Alors Nicolas, j'ai vu que sur le tableau, tu avais écrit qu'il y avait trois bases textuelles importantes qui sont le Charaku Samhita, c'est ça, le Sushuka Samhita et le Vog Bhatta, c'est ça? Donc je vais vous partager aujourd'hui ce point de vue de la médecine indienne qui m'a beaucoup aidé tout au long de ma vie jusqu'à maintenant. Et encore maintenant, je l'utilise pour initier les personnes qui souhaitent suivre un chemin autre que, on va dire, le système propose, un chemin plus traditionnel lié à la médecine orientale et extrême orientale. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la médecine ayurvédique indienne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ayurvédique? Ayurvédique, ça veut dire la connaissance de la vie. C'est un terme sanskrit qui précise que par ce chemin de la connaissance de la vie, nous retrouvons notre propre nature fondamentale. À partir de ce chemin de connaissance de la vie de l'Ayurveda, c'est les textes fondateurs de l'Inde, de la science philosophique qui s'appelle les Védas. Ayur veut dire lumière, ou c'est l'inverse, Ayur vie et Veda lumière. Donc la lumière sur le chemin qui mène à la sagesse par la médecine, par un équilibrage entre le corps et l'esprit. C'est l'objectif de la médecine ayurvédique pour retrouver cette réalisation qu'on appelle le soi, l'atman, que vous voyez en Inde, en partant de l'atma, qui est l'âme qu'on a à intégrer pleinement, qui est en forme d'écartèlement après plusieurs, on va dire, renaissances d'un flux de conscience. Ça, c'est un point de vue bouddhiste. Après, il y a des termes indiens qui peuvent se mélanger à un moment aussi dans nos enseignements au temple, car nous œuvrons. Alors, qu'est-ce que la médecine ayurvédique? Le terme Ayurveda, qui veut dire la connaissance de la vie, mène à un chemin de guérison. Guérison de quoi? Du plan mental, du plan physique, des émotions, pour retrouver cette pureté qu'on a au fond de nous-mêmes, qu'on a perdu en cours de route lors de renaissance d'une conscience, et pour retrouver cette atma, pour retourner au soi cosmique, l'atman. Donc ça, c'est la vision indienne, et au travers des textes fondateurs qui ont régi cette connaissance au fil des millénaires depuis plus de 5000 ans, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, dans cette référence de cette vision chronologique du calendrier romain. En parlant du Charaka, qui est un texte fondateur philosophique, qui parle des traitements de la thérapeutique, du Sushruta, qui parle plus de la chirurgie, qui a été vécue 1000 ans après la création du Charaka, et une synthèse des deux, le Vagbhata, qui est un texte fondateur qui regroupe l'ensemble, qui fait une synthèse et qui donne ce point de vue de la médecine ayurvédique actuelle. Donc ces textes fondateurs, ils ont donné un contexte de la médecine traditionnelle indienne qui est la réintégration de l'âme dans son entièreté par l'alliance du corps et de l'esprit en équilibrant ces 3 pôles. On peut voir l'esprit plus au niveau du supérieur par rapport à l'âme qui est plus au niveau du cœur et le corps qu'on voit par rapport à sa base, son équilibre plus au niveau viscéral. Donc il y a des pratiques qui sont données dans la médecine ayurvédique qui sont comme le yoga que vous pouvez voir en Inde qui est des yogas ici au Brésil. Et le yoga, il a 8 piliers fondateurs qui sont
les 8 piliers de sciences traditionnelles qui permettent de mettre un lien entre le corps, l'âme et l'esprit. Donc je viendrai plus tard vous faire un autre live en parlant que de l'Ashtanga Yoga, car j'ai été initié par un gourou avec sa femme dans la tradition tantrique de l'Ashtanga Yoga, qui m'a permis actuellement en fait, de donner des enseignements au temple, en même temps aussi à l'extérieur du temple avant de venir ici au temple. Ok. Nicolas, ça veut dire que dans notre temple, il y a des personnes qui ne le savent pas. Donc le cadre, il est bouddhiste, mais comme le bouddhisme est apparu en Orient, on n'hésite pas à ramener d'autres enseignements orientaux et moyen-orientaux dans lequel le bouddhisme a sa part, qui est par exemple l'hindouisme, qui est né après le bouddhisme. Là, on est dans le cadre du brahmanisme et du védisme qui sont nés bien avant le bouddhisme. Mais il y a aussi l'islam qui a hérité de toutes ces traditions, notamment la médecine musulmane. Elle a hérité de cette médecine ayurvédique indienne avec son système de guna notamment. Je sais aussi que tu es un pratiquant de la médecine occidentale, que tu connais Paracels et la médecine spagyrique. Tu m'as un peu époustouflé, même souvent époustouflé par tes connaissances dans le sujet, notamment en matière d'alchimie. Là, tout compte fait, on est dans un des rameaux de la connaissance universelle, en réalité, qu'on trouve dans toutes les traditions. D'expérience, les personnes, elles se laissent un petit peu intimider par le vocabulaire sanskrit. Ah oui, Donc, je mettrai dessous les traductions pour que les personnes soient plus à l'aise. Mais est-ce que tu penses qu'il faut vraiment apprendre le vocabulaire sanskrit ou on peut essayer avec un vocabulaire occidental Alors, dans cette connaissance de l'alchimie traditionnelle qui est la spagyrie et aussi l'alchimie au niveau plus, on va dire, d'autres voies, qui s'appelle plus la voie royale, une voie de la réintégration de ce soi par des pratiques qu'on voit ici en Occident. En Inde, nous voyons cette réintégration du soi par des pratiques traditionnelles telles que l'Ashtanga Yoga que j'ai reçu de la lignée de mon gourou qui est de Krishnamacharya. C'est quoi l'Ashtanga Yoga? Alors l'Ashtanga Yoga, Ashtanga veut dire 8 piliers du yoga. Yoga, qu'est-ce que ça veut dire? La traduction littérale, c'est se relier à Dieu par le souffle. Le yoga, ce terme s'inscrit à plusieurs sens. Vous pouvez, si vous faites vos recherches, vous trouverez plusieurs sens différents. Mais le tout, c'est, comme toute tradition, c'est se relier à Dieu par cette connaissance de soi. Et le yoga va proposer 8 piliers. Donc, je viendrai vous faire un live précisément sur ces 8 piliers. Car aujourd'hui, je vous parlerai peut-être juste que des 2 premiers, qui sont en lien avec les outils de guérison qui sont utilisés dans la médecine ayurvédique. Donc, en alchimie traditionnelle, en Occident comme en Inde, c'est un système culturel avec des textes sacrés qui sont liés aux sages de la culture de l'environnement. Donc je veux dire, en Europe, nous avons nos sages et en Inde, ils ont leurs sages qui a créé des textes fondateurs, mais les structures à la base sont la gnose et restent la même. Alors, ces textes fondateurs ont donné des pratiques, des techniques. Dans cette passion que j'ai sur l'alchimie, je dirais, c'est quand nous sommes un thérapeute à mettre en pratique des techniques, le but ce n'est pas d'être dans la technique, mais c'est comme être un artiste, c'est utiliser la technique et de la faire rentrer en nous, qu'elle nous appartienne. Et l'artiste, quand il est dans sa création, il n'est plus à se poser de la question combien ça mesure. Non, il est dans ce qu'il fait. Et le but du thérapeute, par expérience, c'est d'y mettre tout son cœur et d'être vraiment à l'écoute en profondeur de l'autre en face, en prenant conscience que quand on aide l'autre, nous nous aidons nous-mêmes à réintégrer ce soi, cette connaissance spirituelle profonde. Donc, nous retrouvons dans les textes fondateurs, on parle des éléments principaux qui s'appellent les doshas. Les doshas, c'est quoi? Les doshas, on peut les voir sous 3 principes qui s'appellent sattva, rajas et tamas. Ces 3 principes. Sattva, c'est le principe supérieur que on cherche à atteindre dans la médecine ayurvédique. Qu'est-ce que ça veut dire sattva? On parle d'ailleurs de médecine sattvique, de réintégrer la clarté. Sattva, c'est l'élément le plus pur. Nicolas, pour ma part, j'ai étudié la médecine ayurvédique avec Deepak Chopra, à travers ses enseignements, à travers ses livres. Je l'ai pratiqué pendant un certain nombre d'années, ça m'a enthousiasmé, mais je reconnais que tu es beaucoup plus compétent que moi sur ces sujets.
Pour un public qui ne connaît pas beaucoup l'hindouisme, on parle de gunas, je crois que c'est la structure même de la réalité, C'est ça, oui, oui. Et les doshas, c'est la manière dont cette structure de la réalité, elle va s'exprimer à travers des types psychologiques, c'est ça? C'est exactement ça, sur un principe d'effet énergétique qui donne la personnalité en fait de l'être. Et donc tu parles de Deepak Chopra. J'ai étudié avec un ami de Deepak Chopra qui s'appelle Aziz Alamrani-Jouté, qui a eu les enseignements en même temps que Deepak Chopra. Et les trois gunas, c'est les structures qui composent la réalité. Donc ce sont des influences, on va dire plus informationnelles, qui vont après se décomposer en structures énergétiques qu'on appelle les doshas. Le dosha, c'est quoi? C'est des types psychosubtils, on peut dire, c'est ça? Psychosubtil, quand je parle d'énergétique, ce qui fait que ça va donner des effets. Et ces effets énergétiques vont donner une personnalité. Dans un caractère, une personne qui est Vata, c'est quelqu'un qui va déjà avoir une corporalité très fine, très aérée, et va être plus dans l'intellectuel. Au niveau Pitta, ça va être quelqu'un qui va être plus dans le feu, dans l'action, plus explosif, plus instable. Et Kapha, ça va être quelqu'un de plus stable, plus physique, robuste, plus dans la matière, qui va être un peu plus dans l'inertie. Donc après, nous avons une possibilité dans la personnalité, ça, quand on étudie l'astrologie ou la numérologie, le thème d'une personne, en profondeur dans ses états d'âme et dans ses facettes égotiques, nous pouvons mesurer à différents degrés dans lesquels il se trouve. Des fois, c'est Vata plus Pitta ou Pitta plus Kapha. Il y a des mélanges énergétiques. Ce qui va donner une carte d'identité énergétique de la personne. Alors, pour en revenir à la gnose, dans la gnose, on a 5 éléments traditionnels. En fait, ce que nous explique l'Inde, c'est que ces 5 éléments, l'élément espace et air, il va plus se rencontrer dans la structure sattva de la réalité, et dans le type Vata, des personnes fines, élancées, spirituelles, plutôt de la caste du clergé. L'élément feu, il va plutôt se manifester à travers l'élément cosmique Raja, et puis le type de tempérament des Pittas, c'est-à-dire les personnes emportées, teigneuses et violentes. Et puis Tamas, c'est plutôt l'élément eau et l'élément terre qui vont se manifester avec des personnes qui sont un peu dans l'obscurité mentale, mais qui ont beaucoup de force au niveau physique, qui sont très enracinées. On peut dire que c'est ça. Enfin, je sais que tu le sais, je le sais aussi, mais c'est pour notre public. Voilà. Oui, c'est exactement ça. La nature kapha qui sont liées à Tamas, Tamas représente quoi? C'est le côté obscur et lourd. C'est le froid, l'humide. Donc ça va se retrouver dans la densification. Quand on est d'une nature Tamas, nous sommes plus dans une inertie qui nous apporte des problèmes de santé. Donc on peut avoir, par exemple, je vous parlais des choses qu'on étudie dans la médecine ayurvédique, des techniques, des pratiques. On parlera de l'alimentation, qui est la base, vue dans la médecine ayurvédique. C'est en mangeant, en se nourrissant, que nous donnons ce que nous mangeons. Ça, je reprends des termes de la médecine spagyrique et aussi d'Hippocrate, de la médecine de l'Occident. C'est vu aussi en Inde, quand on a une alimentation plus tamas, et que nous sommes de nature kapha, nous sommes quelqu'un de très dans l'inertie, robuste, mais peut-être aussi quelqu'un qui a un problème pour être dans l'intellectualisation, qui est plutôt dans la force de travail, l'opératif. Ça veut dire qu'un mec qui est par exemple de tempérament kapha, il est plus dans l'obscurité mentale, moins pour les abstractions intellectuelles, il va bouffer des abats ou des choses que c'est un producteur par exemple, que quelqu'un de la noblesse qui est Raja ou quelqu'un qui est du clergé qui est Sattva, lui, il va avoir peu d'intérêt. C'est des gens qui, au Tibet notamment, on met dans l'estomac, on met les 5 organes principaux, on les cuit pour pouvoir les manger. Ah oui, c'est pour renforcer cette nature matérielle des choses et l'équilibrer. Donc voilà, on a des effets comme ça dans les méditations, les pratiques comme du yoga, qu'on va monter en une forme de haute fréquence de la réalité, et pour équilibrer, on se crée des ancrages, des fois par l'alimentation. Tamas en nature kapha va donner une forme d'ancrage, comme Pascal vient de préciser, de manger à certaines périodes de l'année quand l'énergie est très haute, de stabiliser par rapport aux saisons, mais aussi nos états d'âme, ce qu'on vit, parce que à chaque instant, nous vivons tous des choses différentes.
Nicolas, quand je viens te voir, tu fais comme toutes les personnes qui pratiquent l'Ayurveda, tu vas déterminer mon fameux dosha, tu vas savoir de quel type je suis, je me suis peut-être me sentir un peu gelé, ça se passe comment? À quoi ça sert? L'investigation qu'on utilise dans la médecine ayurvédique, c'est une carte de lecture qui est faite par rapport au dosha, oui exactement, pour voir la nature énergétique. Et ensuite, par cette carte, et la personne, ce qu'elle peut le vivre à l'instant même de ses problèmes de santé, que ce soit au niveau mental ou au niveau émotionnel ou au niveau physique, nous allons déterminer une cure. Et dans cette cure, rééquilibrer les paramètres. Par exemple, si on a des problèmes au niveau psychologique, on peut voir déjà au niveau alimentaire, c'est quoi l'alimentation? Est-ce qu'elle est intoxicante pour le corps, qui va créer un effet de toxine qui va empêcher d'avoir une émotion et une idée claire? Ou est-ce que par rapport à la nature de la personne, est-ce que elle a besoin peut-être de faire une certaine activité en plus de l'alimentation, ou d'étudier une partie d'elle-même qu'elle ne connaît pas, qu'on fait par l'étude psychologique transpersonnelle. Comme je parlais de l'astrologie ou de la numérologie. En fait, ça contredit un peu la médecine occidentale qui considère que tout le monde a le même terrain. Et c'est-à-dire qu'il faut manger une quantité de protéines, une quantité de glucides, etc. On s'intéresse qu'à la quantité, c'est un rapport quantitatif. On s'intéresse pas trop de la qualité, savoir si c'est organique ou c'est chimique. Mais cette médecine ayurvédique est très ancienne, qui a plusieurs milliers d'années. Eh bien, elle s'intéresse à la personne. Elle va pas s'intéresser à la maladie, à la quantité. C'est ce que je comprends bien. C'est qu'elle va s'intéresser au terrain de la personne, un peu comme disait Béchamp. Exactement, ouais. Exactement, ouais. Comme disait Béchamp, je t'ai coupé dans ta phrase, tu voulais finir peut-être. Non, vas-y. Ouais. Dans les études que j'ai fait de base en naturopathie, parce que j'ai fait des études de naturopathie hygiéniste avec un naturopathe français qui s'appelle Thierry Casasnovas. Donc c'est des enseignements que j'ai eus qui ont été très riches pour moi dans cette complémentaire de mes études du yoga traditionnel et qui m'ont donné tous les outils de base pour comprendre le système organique, avec toute la physiologie, les effets de feedback sur les organes. Et en même temps, j'étudiais la médecine chinoise et indienne pour comprendre au niveau énergétique et des plans de conscience par le yoga traditionnel des 8 piliers. Donc c'est une science très riche qu'on peut voir à un certain degré d'affiner son alimentation par rapport à une transformation de sa nature profonde. Car il est possible de se transformer par un accompagnement traditionnel avec un maître dans cette relation maître-disciple, mais aussi de personnes qui viennent simplement recevoir une cure pour évoluer dans sa vie de tous les jours, sur plusieurs années, plusieurs décennies, jusqu'à atteindre son plus haut degré d'évolution et se libérer de la matérialité vers une vie spirituelle profonde. Nicolas, très bien, cette partie de l'alimentation, c'est passionnant d'ailleurs. On s'aperçoit que en fait, on se crée ces maladies en mangeant en fait, et qu'on peut aussi se guérir en mangeant. Dans la pratique de la médecine ayurvédique, moi j'ai pas tout pratiqué, mais j'ai eu beaucoup de bénéfices avec la maroli, notamment quand j'étais en maison d'arrêt. Ça a écœuré tout le monde de me voir mon urine, mais ça m'a beaucoup aidé à me désintoxiquer, de faire des lavements aussi. Ça, c'est un truc qu'on pratique plus, les gays, on est plus habitués à cause de nos Je précise que Nicolas est hétérosexuel et qu'il a une petite amie. Voilà. Et aussi, il y a la partie massage que t'as mis au tableau. Alors moi, je suis un bon élève, je vois que Nicolas a mis massage, lavement à Maroli. Tu peux nous dire rapidement de quoi il en est, c'est quoi? Alors, je vous parlais de base, les éléments pour traiter les problèmes de santé étaient l'alimentation. Dans notre corps physique, nous avons plusieurs filtres. Nous avons les plus gros filtres qui sont les intestins, le gros intestin grêle. Nous avons le foie, le pancréas qui est un organe plus qui va émettre des fluides pour faire des corrections dans la digestion. Après, nous avons aussi la rate, c'est aussi un organe qui émet des substances. Et nous avons ces filtres principaux qui est la peau, aussi les poumons qui vont filtrer l'air, et aussi les glandes au niveau de la gorge, quand on fait des angines, on a les amygdales, ce sont des filtres. Donc tous ces filtres, à force d'avoir une certaine alimentation qu'on dirait plus genre tamas, lourde, ou rajas qui est plus épicé, plus qui nous fait rentrer dans l'agitation, et ces filtres s'obscurcissent et se bouchent. Et si on n'a pas une hygiène correcte, au fil des années, des décennies, nous commençons à créer en nous-mêmes en fait des maladies
d'abord chronique, hein, ça revient régulièrement, puis après ça va être aigu, hein, et de ces maladies aiguës, on va arriver à un type de dégénérescence à un niveau même cellulaire qui va apporter des cancers ou des tumeurs. Ah, ça je peux le confirmer. Ouais. Que pour être passé par un cancer du lymphome, un cancer général en réalité, en fait j'y ai survécu pour avoir eu une bonne alimentation et avoir une bonne hygiène de vie toute ma vie. Et c'est ce qui m'a permis de survivre sans... Moi j'ai eu de la chance, j'ai pas eu besoin de faire de chimiothérapie, de radiothérapie. Je suis arrivé à me soigner par le jeûne et par la Life Machine. Mais je sais que il y a de l'intérêt pour ce genre de piste. Alors ça rapporte pas beaucoup d'argent, ça plaît pas beaucoup au système médico-industriel Big Pharma européen, mais en Inde, tout compte fait, c'est la médecine qu'on a toujours fait, y compris à la maison, c'est ça. La radionique, hein, quand tu parles de la Life Machine, je connais bien ces principes-là, hein, car j'ai étudié la géobiologie et tout ce qui est les effets radioniques, car je pratique la radiesthésie pour trouver certains remèdes à des personnes qui viennent consulter pour changer des structures profondément en eux. Et ces effets, hein, on les utilise à un haut degré, c'est de l'informationnel. Je pratique un soin alchimique traditionnel qui s'appelle la trame, qui travaille sur ce principe radionique, hein, lié à la tradition plus hébraïque de l'alchimie, qui vient des temples des mystères de l'Égypte antique. Donc en fait, on est ici dans la version indienne, mais on sait les liens entre l'Inde et l'Égypte. Par exemple, on sait que la civilisation indienne, elle a été fondée par les Égyptiens qui ont remonté le fleuve de l'Indus. Je renvoie d'ailleurs au magnifique travail de pyramide, la grande pyramide K 2019 de notre ami, d'un de nos amis. En réalité, ici, on est dans un enseignement traditionnel de l'Inde qui avait complètement son équivalent en Occident, en fait, jusqu'à une période. Exactement, ouais, c'est ça. Hein, les enseignements sont partis d'un point central et se sont diffusés après entre l'Europe et l'Indus. Et la pratique de la trame, qui est une pratique de soins dits vibratoires, ce terme vibratoire, bon, c'est un terme moderne, lié peut-être à des sciences actuelles, mais on parle de soins sacrés qui étaient pratiqués au temple. Hein. Pourquoi au temple? À la base, ce sont les prêtres qui pratiquent la médecine dans la caste, hein, du plus haut degré, qui est la caste du sacerdoce, qui est une caste qui va travailler au niveau, en fait, sattvique. Et sattva, c'est le principe de la santé le plus clair. Hein, on va avoir une alimentation légère, voire végétarienne, voire à différents degrés de méditation à certaines périodes de sa vie, plutôt dit végan. Hein. Végan, pourquoi? Parce que c'est une alimentation qui va clarifier le mental, clarifier les filtres, hein, dont je parlais, en buvant des jus de fruits frais, des jus de légumes frais, pour bien se reminéraliser et trouver une forme de régénération spontanée dans le corps par les pratiques, qui va apporter une clarté d'esprit et mettre dans cet état plus vata et atteindre des états de méditation tellement profondes qu'on voit le but ultime, hein, que ce soit en Inde ou dans d'autres cultures, c'est de trouver la libération de ce plan matériel en comprenant la sagesse de la nature. Et cette sagesse de la nature, elle existe partout dans le monde, et toutes les traditions ont leur structure qui sont en cohérence avec leur culture, en fait. Donc la caste sacerdotale, elle est capable d'investiguer elle était en charge traditionnellement de l'enseignement, des rites et de la médecine. Comme au Moyen-Âge, par exemple, il y avait les ordres hospitaliers, la médecine était quelque chose de complètement religieux. Ça continue en Inde d'ailleurs avec la caste des brahmanes qui est impliquée dans le système médical. Donc tu nous as parlé de l'alimentation, tu nous as parlé des techniques qu'il y avait dans les temples. Alors ça fait un peu rigoler qu'on puisse aller à l'église pour boire son pipi, se laver l'intestin et recevoir des massages, mais en Inde c'est comme ça. On fait d'autres choses, je vois que tu l'as indiqué au tableau, et tu sais que tu reviendras sous la forme d'une conférence particulière qui est le yoga, qui va travailler en 8 piliers sur les liens entre le corps, l'âme et l'esprit. Oui. Alors, pour parler des fils, tout à l'heure, je reviendrai après sur le yoga. On fait des lavements pour purifier le plus gros filtre, et la maroli, c'est une pratique qu'on pratique dans le yoga.
Amaroli, hein, la vision en fait que l'urine est sale est un manque de compréhension qui est dans les structures de sagesse de la médecine ayurvédique. On parle de sang filtré quand on parle d'Amaroli. On parle pas que d'une substance, on parle d'un sang purifié, hein, qui est une quintessence alchimique, et que cette quintessence alchimique, que quand on va la boire ou la mettre sur la peau, quand on a un coup de soleil, hein, comme dernièrement, j'ai eu des coups de soleil, hein, en étant à la plage, je me suis mis de l'urine avec un peu de barbosa, c'est la plante, j'ai oublié le nom, l'aloe vera, voilà, médicale, que j'ai mis sur la peau, et mes coups de soleil ont disparu en quelques heures, et 2 jours après, je n'avais plus mal du tout. Donc tout ça, ce sont des secrets, hein, ancestraux, et ces secrets ancestraux, ils sont pleins d'esprits liés à la nature. Et ces esprits de la nature, on les réintègre en soi par la sagesse de ces structures. Et la plus grande des sagesses on va dire, pour prendre soin de soi sur tous les plans, hein, on parle de l'alchimie au niveau de la voie royale. Qu'est-ce que c'est la voie royale? Déjà, la voie spagyrique, ça ressemble à la médecine ayurvédique, hein, c'est au niveau de l'Europe, hein, Spagyri et de Paracels, donc la compréhension de la quintessence philosophale de l'être au travers des plantes, hein, qui est par aussi la voie sèche, qui est prendre conscience de la quintessence de la lumière de Dieu au travers un cristal qui se forme dans un régule métallique qu'on appelle la pierre philosophale, hein, le Christos. Et la voie royale qui est pratiquée dans toutes les traditions, c'est la voie de la religion. Se relier à Dieu par des pratiques de prière, d'ascèse, et guidé par le sacerdoce intelligent qui a son plus haut degré en connexion avec Dieu, avec l'unité, hein, qu'on parlait de l'Atman, et qui va donner des enseignements pour se purifier en profondeur et trouver cette quintessence, hein, philosophale qu'on a dans la voie du sèche, du creuset, ou dans celle spagyrique dans la voie des plantes, qu'on va la trouver au centre de nous, dans notre cœur, hein, dans cette voie royale qu'on construit en fait en nous-mêmes. Nicolas, tu nous as fait un tableau qui est très chouette, ça nous permet vraiment de suivre en même temps. C'est vraiment, je te remercie du travail de clarification que tu as fait. Je vois que tu nous dis qu'il y a quelques concepts de l'Inde, notamment qu'il y a 3 voies, qu'il y a un concept qu'on doit comprendre, c'est le concept de Samadhi. Peut-être si tu veux, on y reviendra une autre fois avec Kundalini, on en a beaucoup parlé sur cette chaîne. Puis ensuite, j'ai vu que tu nous as parlé du yoga avec les asanas, avec les kriyas et les tapas. Est-ce que tu serais assez gentil pour nous expliquer c'est quoi ces 3 voies? Oui. Alors ces 3 voies appartiennent à la structure du yoga, quand je viendrai vous faire un autre live. Les asanas, qu'est-ce que c'est? C'est le 3e pilier du yoga traditionnel. C'est les postures, hein. C'est un terme sanskrit pour dire posture. Posture de quoi? Des postures bien précises qui vont créer des flux de conscience montant et descendant dans le corps physique et qui vont structurer des canaux énergétiques qui peuvent un peu être obscurcis par notre hygiène de vie ou notre manque de connaissances, et de réintégrer comme ça la lumière de Dieu au travers de notre corps pour se libérer de l'inconscience et de l'ignorance. Qu'est-ce que c'est les kriyas? Les kriyas, c'est des formes de mémoire qu'on a en nous-mêmes, hein, qui sont une forme de violence qu'on doit brûler, hein, pour retrouver cette paix en soi, cette paix qu'on appelle, hein, la ahimsa dans le terme indien. Et ahimsa, c'est une voie de non-violence. Alors vous avez peut-être pu entendre parler de Gandhi, hein, il en parlait bien. Ok. En fait, les kriyas, la plupart d'entre nous qui pratiquons le yoga, on sait que par moment, par exemple, moi je me suis surpris en faisant des pratiques de yoga, de prendre spontanément une posture que je ne connaissais pas et qui était liée avec un animal. C'est un truc que je trouvais extraordinaire dans le yoga, c'est qu'au début c'est quelque chose de contraint, et puis après, la posture de la charrue, par exemple, elle va elle va de soi. Le salut au soleil, on s'aperçoit que c'est incroyable qu'on peut travailler sur le salut au soleil. En réalité, le yoga, c'est plus qu'une gymnastique, hein. C'est ce que tu indiquais sur le tableau. C'est vraiment C'est une science ancestrale qui vient d'être extraordinaire, hein. Et cette science ancestrale, va purifier en nous les scories qu'on a dans l'âme, hein. Ces scories, si j'ai une image très simple, hein, si vous avez un diamant avec plusieurs facettes, il y a des saletés des fois sur des facettes, c'est les scories qu'on a dans l'âme. Et ces multiples facettes, on les étudie en faisant une étude soit psychologique, mais surtout ces facettes, on va les nettoyer en faisant des tapas.
Et les tapas, bah, c'est ce troisième point, c'est les purifications, hein, pour retrouver une forme d'équilibrage à l'intérieur, hein, par une quémation, c'est-à-dire de brûler par ses efforts, hein, ces postures des fois qui remontent naturellement, hein, pour corriger des flux, sans réfléchir avec notre mental, d'être dans l'intuitif, hein, qui nous remet dans une intuition transcendante, bah, comme l'animal qui va manger une plante dans la nature pour se corriger quand il le sent. Alors je précise quand même que les tapas, ça n'a rien à voir avec l'Espagne et ça se prend pas en apéritif. C'est un terme qui fait référence à la purification, mais aussi à la quémation par le feu des impuretés, par l'eau c'est la purification, par le feu c'est la quémation. J'ai bien retenu ma leçon. Finalement, cette notion d'équilibrage, c'est un peu le type sattva, d'être équilibré. La quémation, c'est un peu le type le guna raja, on doit brûler et tout. Et puis le tamas, c'est vraiment le type qui a besoin le plus de se purifier, de se nettoyer avec de l'eau, avec des exercices physiques. C'est un peu ça l'idée. Alors, tamas, voilà, ça va être ça, c'est vraiment l'eau, elle a besoin de se purifier pour retrouver cette nature sattvique, hein, qui ramène au plus subtil. Mais par exemple, moi je suis sattva, ça veut dire que je dois me suicider ou... Non, il faut que tu reviennes un peu sur toi. J'ai atteint l'état de Bouddha, ça veut dire que je suis tamas, ça veut dire que il faut que j'aille faire une banque pour être le plus riche possible. En réalité, c'est comme tout enseignement, il y a un côté un petit peu dangereux, un peu sulfureux, quoi, non? Ouais. Bah, il y a un côté où après on compose avec des structures subtiles et dans cette voie de la folle sagesse, dans le bouddhisme, ça peut donner des risques à prendre, hein, parce qu'on va bouger des structures en nous qui vont obligatoirement faire bouger des structures à l'extérieur. On va émettre des vibrations, des états d'être qui vont modifier la structure de réalité autour de nous. C'est une vision d'alchimiste où des fois il y a des alchimistes, ils ont fait disparaître leur laboratoire, hein, dans l'expérience, et puis autour du laboratoire le quartier, et puis des fois on n'a jamais retrouvé le tout, hein, que ce soit le laboratoire ou l'alchimiste. Donc c'est pour dire que cette nature Bouddha, hein, qu'on peut voir dans le bouddhisme, ou ce retour à l'intégration de l'Atman, hein, c'est vu dans toutes les structures traditionnelles, hein, au niveau de l'étude de la gnose. On peut comprendre cet ésotérisme à l'exotérisme de la tradition. Ouais, en fait, tu es en train de nous dire tout ce qui était caché depuis longtemps et quand même à la fin des temps, tout est dévoilé, quoi. C'est-à-dire que maintenant, on n'a plus de prétexte pour pas se mettre au boulot. C'est un peu ça, quoi, l'idée. Voilà, on n'a plus d'excuses. Bon, eh bien, voilà. Alors, il y a quelques mois. Nicolas, sur ton merveilleux tableau magique, alors qui n'est pas encore disparu sous l'effet de l'alchimie, bien sûr, on est dans des propos symboliques, hein, on n'est pas dans des promesses de jeux vidéo. Je t'ai fait remarquer quand on a préparé ce cours, que quand tu parlais du concept d'Atman et du concept d'Atma, que dans le bouddhisme, on se rapproche, comme dans l'hindouisme, il y a une très vieille structure sanscrite, une très très vieille langue ancienne, qui paraît une des langues primordiales, qu'on retrouve dans le mot indo-européen diwus, qui signifie les brillances qu'il y a dans le ciel. Voilà, il y a ces grandes brillances qui sont partout dans l'univers. Ça a donné le mot deus en latin, théos en grec. Et c'était intéressant pour moi qui suis bouddhiste, musulman, bouddhiste dans le cadre de l'islam, de voir que toi qui es aussi bouddhiste et qui te réfère plus à l'hindouisme, il y a aussi cette espèce de concept. C'est Dieu en réalité, l'Atman, c'est quoi? L'Atma, on parle de l'âme, d'une particule. Hein, cette particule, hein, qu'on a au fond de nous-mêmes, qu'on doit réintégrer, bien restructurer, bien purifier. Pourquoi le vif? C'est pour intégrer ce soi cosmique, hein, qu'on parle d'Atman. Cet Atman, c'est comme un flux de conscience, hein, infini, qui est cette nature transcendante dans laquelle nous sommes divisés en étant dans cette vie matérielle de la Terre, qui est un plan dualiste, hein, où on vit des états de conscience qui nous mettent dans une forme d'extase ou à un niveau extatique. On peut reconnecter un peu des fois avec cet Atman. Donc des fois en regardant son amoureuse, on peut être yeux dans les yeux, on voit plus le temps qui passe. C'est une forme de reconnexion à cet Atman au travers l'Atma qui s'éveille dans cet amour. Et puis on le repère, c'est comme des formes de clignotement, hein. On y touche et puis on repart. Et puis à force de structurer sa vie spirituelle,
nous arrivons à ralentir le clignotement et à trouver même dans ce labyrinthe infini une porte de sortie pour ne plus y revenir. Ok, c'est génial. Alors on a vu aussi en préparant ce cours que Bouddha c'est la planète Mercure, que Bouddha ça définit aussi dans l'hindouisme comme dans le bouddhisme la nature de notre conscience, comme elle est fondamentalement dans sa nature éveillée, et qu'un Bouddha c'est un être réalisé. Voilà. Donc on a tout un vocabulaire en réalité à apprendre, puisqu'on a oublié tout ça à cause du judéo-cartésianisme. Tu nous aides je sais que tu as toute une série de cours et de conférences que tu as prévues. Évidemment, tu n'as pas tout dit aujourd'hui. Non, c'est qu'un aperçu. Ah, le petit coquin. Donc c'est encore ésotérique, c'est-à-dire c'est pas que c'est compliqué, mais c'est que tu nous caches encore des choses et tu vas nous les révéler. Petit à petit, pour que ça soit pédagogique. Bon, écoute Nicolas, on te remercie. Évidemment, ce cours, cette présentation, elle se veut pas complète, c'est impossible, mais c'est pour donner envie en réalité. C'est de mettre le pied à l'étrier, et puis chacun ira à la destination avec son cheval, son fidèle compagnon, on va dire, de corps. Écoute, Nicolas, je te remercie beaucoup. On te retrouve très bientôt pour la suite, et puis pour les personnes qui sont intéressées, on va vous mettre le contact de Nicolas en dessous. Nicolas, il est, je vais vous le dire face caméra, ça sera peut-être mieux. Voilà, c'est mieux face caméra. Donc au temple, on a plusieurs sensibilités. Nicolas, c'est quelqu'un qui est, j'ai le dit à sa place, parce que je le connais bien, c'est un ami, il est un peu timide. J'ai très confiance en Nicolas, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et pour qui j'ai le plus grand respect. Nicolas, je sais qu'il est très attaché à la tradition chrétienne, mais comme beaucoup de chrétiens, il a fait un parcours vers l'hindouisme. C'est généralement le parcours le plus facile pour les occidentaux, c'est d'aller vers l'hindouisme, vers la tradition indo-européenne pour comprendre notre source, parce que les Védas, ils ont été aussi la source de toutes les traditions qu'on dit païennes en Occident, mais dont on retrouve la structure dans les Védas et cette religion de l'Inde, tout ça étant lié évidemment à l'Égypte et puis ce qu'il y avait avant l'Égypte, la période antédiluvienne. Écoute Nicolas, merci. Moi en tout cas, ça m'a fait une bonne révision. Merci Pascal. Ça m'a fait vraiment une super bonne révision. C'est toujours agréable d'écouter tes conférences. Je vous invite à voir ce qu'a fait Nicolas. Le travail de trame, c'est quelque chose qui est lié en particulier à la chimie, à la naturopathie, à la tradition occidentale, mais on retrouve exactement la même chose dans la médecine ayurvédique et on retrouve exactement la même chose dans le bouddhisme. Alors, il y en a qui disent Allah, il y en a qui disent Atman, il y en a qui disent la, et puis il y a des personnes dont l'âme individuelle, l'ego, a réalisé cette âme cosmique qu'on appelle le logo. C'est souvent le cas des chrétiens qui ont cette relation un petit peu dans la philokalie, la prière du cœur, on a ça. Voilà, l'oration, Jésus, notre Seigneur Jésus, aie pitié de moi, aie pitié de mon âme et guide-moi. Voilà, c'est un petit peu ça. En tout cas, c'est toujours passionnant d'être au moins avec vous et au plus d'être avec tous les amis qui sont ici autour. Un grand merci à vous tous et puis on se retrouvera pour d'autres conférences avec Nicolas puis sur différents sujets, notamment avec le Lama Sébastien qui va encore nous apprendre des choses invraisemblables et cette fois-ci en français. Ciao les amis.